conférence des districts non interdisciplinaires organisée sur un thème uni pour faire le bien. Cette unité de faire le bien sera un grand sujet sur le débat. Nous vous rassurons qu'ils feront 3 jours de conférence pour des compromis. Restrictif, tout protocole observé. C'est vrai que j'ai passé souvent du temps avec les amis de Rotary International, mais je ne suis pas encore arrivé à me familiariser avec les titres ainsi que les grades. Donc, à défaut de faire, au risque de faire des erreurs, je préférais plutôt ramasser. Je voudrais commencer par dire que en écoutant le président, il a parlé du thème de cette rencontre, servir d'abord, unis, pour faire du bien. Et il y a quelque chose qu'il a dit dans son intervention où il disait notamment que agir seul ne suffit plus. Et je pense que ce qu'il a dit en lien avec la paix résume presque tout, parce que lorsqu'il essayait un peu de formuler le thème de cet exposé introductif, je regardais un peu la paix sous tous les angles et j'ai voulu m'interroger sur quel est l'angle le plus pertinent pour une assemblée pareille. Et l'angle que j'ai plutôt choisi, c'est l'angle de la nécessité d'un engagement collectif. Engagement collectif, ça veut dire l'investissement de chacun et chacune ici, présent dans la salle et en dehors. Alors donc, permettez-moi de commencer par vous remercier pour cette opportunité qui m'est offerte de parler d'un sujet qui est intimement lié à notre passé, à notre présent et à notre futur, parce que la paix, c'est parce qu'il y en a eu dans les endroits où nous sommes restés que nous sommes tous vivants ici. Et nous aspirons à continuer à être en bonne santé et à ne pas tomber sous des coups de balle ou à tomber sous de la violence gratuite telle qu'on le voit en situation de conflit. Et notre aspiration collective aussi, c'est de nous assurer que dans les années à venir, on continue à préserver la stabilité et la paix un peu partout. Et c'est d'ailleurs cet engagement qui vous a amené à inscrire cette thématique lors de cette conférence. Et vous savez, lorsque un représentant du PNUD aborde la question de la paix, il est au cœur de son mandat et il parle depuis son cœur. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de développement sans paix et il n'y a pas de paix durable sans développement. On peut construire des écoles, des centres de santé, des routes, des bâtiments administratifs, des centrales énergétiques et autres infrastructures stratégiques. Si la violence se déclenche, elle peut tout emporter. Parfois en une journée, parfois en quelques jours. Au fond, le plus c'est donc qu'on ne développe pas un pays sur un champ de braise, mais sur un champ de ruines. Et donc, sans la paix, les écoles ferment, les centres de santé s'effondrent, les investissements reculent, les institutions se fragilisent et les fractures sociales s'approfondissent. Lorsqu'on était en train de Moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, que ce soit lors de ma carrière au Kosovo, en Sierra Leone, au Soudan du Sud et dans les pays qui ont été éprouvés par la violence, j'ai pu constater, expérimenter le pouvoir de la destruction
et ce que la destruction peut avoir dans les communautés. Alors donc, la première question qui se pose, en dehors de toutes ces considérations préliminaires, c'est pourquoi est-ce que nous voulons la paix dans le monde? Et nous avons besoin de paix dans le monde parce que c'est important pour notre sécurité collective, c'est un besoin vital, basique de nous tous ici. Et cette paix, il la faut partout dans le monde. Il la faut partout dans chaque pays, dans chaque communauté. Et pourquoi il faut la faut partout? Parce que le monde étant devenu profondément indépendant, une crise locale peut rapidement devenir une onde de choc régionale, voire mondiale. Et l'insécurité traverse très vite les frontières, alimente les déplacements des populations, perturbe les échanges et aggrave surtout la pauvreté et nourrit les radicalisations. Alors, dans un monde qui est interdépendant, la paix est donc une condition de sécurité collective, de stabilité économique, sociale et politique pour nous tous. Et nous avons vu les conséquences de la guerre en Ukraine et plus récemment encore au Moyen-Orient. Ces conflits, bien que apparemment géographiquement lointains, ont des effets drastiques ou dramatiques plutôt sur nos pays. Quand vous regardez la perturbation des chaînes d'approvisionnement avec un impact sur le prix des denrées, chacun de nous ici ressent l'effet de ces conflits dans sa maison et dans son quotidien. Et c'est pour cela, donc cette interdépendance, c'est pour cela que nos anciens, quand je parle de nos anciens, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui, en 1945, était déjà suffisamment grand, mais après la Deuxième Guerre mondiale, nos anciens, donc la communauté internationale, a progressivement construit une véritable architecture de paix qui, malgré les secousses récentes dont on est tous témoins, reste un socle solide sur lequel on peut bâtir de la diplomatie, on peut bâtir de la coopération et on peut bâtir de la solidarité entre les nations. Donc cette architecture de paix internationale repose sur le droit international, la diplomatie, les institutions multilatérales, les mécanismes de prévention des conflits, les opérations de maintien de la paix, les efforts de médiation et instruments de consolidation de la paix. Et cela se déploie à plusieurs niveaux. Quand on prend le niveau mondial, ce qu'on voit le plus souvent, c'est les Nations Unies, pour lesquelles je travaille. Maintenant, au niveau continental, on voit l'Union africaine, qui est aussi un instrument de construction de la paix, et qui a ses équivalents aussi au niveau des autres continents. Et au niveau sous-régional et régional, il y a nos organisations régionales, il y en a plusieurs dans cette région dans laquelle nous sommes ce matin, et il y a également les niveaux communautaires, les institutions de proximité et les acteurs de la société civile qui sont des acteurs importants et qui font partie de nous et qui travaillent avec nous. L'idée est donc très simple. Il ne suffit pas d'arrêter les guerres, parce que l'objectif, ce n'est pas de faire en sorte qu'il n'y ait plus la guerre au Moyen-Orient, qu'il n'y ait plus la guerre en RDC. Oui, l'objectif, c'est de mettre fin à la guerre. Mais au-delà de cet objectif, il faut surtout que, lorsqu'on met fin à la guerre, qu'elle ne reprenne plus. Et c'est en cela qu'il faut reconstruire la confiance, il faut restaurer les institutions, rétablir les services et élargir les opportunités pour les différentes couches de notre société. Et sur notre continent africain, l'architecture s'est enrichie à travers les années. Il y a les mécanismes de l'Union africaine, les organisations régionales, et notre continent a compris qu'il fallait non seulement gérer les conflits, mais il faut aussi investir davantage dans la prévention, dans le dialogue politique, dans les transitions pacifiques et dans les mécanismes de résilience. Donc voilà un peu le contexte de l'architecture internationale. Mais la question aussi qu'on se pose, c'est pourquoi, malgré cette architecture internationale, il existe encore des défis. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Et ces défis sont nombreux, ils sont complexes, ils sont parfois entremêlés. Et je vais partager juste 4
avec vous. Le premier défi est que les conflits ont changé de visage. Donc les conflits traditionnellement connus, pour lesquels il y a eu les institutions que nous connaissons aujourd'hui, ne sont plus les mêmes. Ils sont devenus plus fragmentés, plus diffus, plus hybrides. Ils mêlent groupes armés, réseaux de trafic, instrumentalisation identitaire, compétition pour les ressources, manipulation de l'information, frustration sociale et faiblesse institutionnelle. Ici, aujourd'hui, on parle de groupes armés à tel endroit ou à tel autre. Ce ne sont souvent pas des revendications idéologiques. Ce sont des gens, peut-être, qui sont, utilisons les mots, des réseaux de trafic, ou des bandits, pour le dire, qui entretiennent un environnement d'instabilité afin d'en profiter. Alors donc, dans plusieurs contextes africains, la violence est transformée. Elle est devenue plus diffuse, plus asymétrique, et frappe souvent d'abord les civils, surtout les plus faibles, les plus vulnérables, que sont les femmes et les enfants. Parfois, souvent on a le cœur brisé lorsqu'on apprend qu'il y a des mouvements terroristes qui ont attaqué des communautés en Afrique de l'Ouest, ou bien même tout près de nous, à l'est de la RDC, avec les ADF. Les communautés se réveillent, on vous dit qu'il y a certaines personnes qui ont été égorgées. Ça, ce sont des événements qui montrent un peu le nouveau visage des conflits. Le deuxième défi est que la paix reste trop souvent pensée sous l'angle sécuritaire. Et il y a beaucoup de gouvernements qui défendent l'angle sécuritaire. Même si les accords sécuritaires sont nécessaires, on est d'accord qu'il faut qu'un gouvernement ait une armée, une police, et puisse répondre à l'offre de violence des groupes qui sont complètement perdus. L'appareil sécuritaire seul ne bâtit pas la paix durablement, là où persiste l'exclusion, l'injustice, la pauvreté extrême, l'absence de services publics et le sentiment d'abandon. Ça, c'est important, parce que là, lorsqu'on travaille avec le gouvernement et qu'on essaye de faire le plaidoyer pour qu'il y ait des solutions intégrées à la problématique de la violence ou de la réponse à la construction de la paix, il faut qu'on ait plus que la sécurité. Le troisième défi est celui de la prévention. Le monde réagit plus souvent aux crises ouvertes qu'aux signes avant-coureurs. Et le monde tend souvent à soigner les symptômes plutôt que les causes profondes. C'est pour ça qu'il arrive souvent qu'on attend que plusieurs personnes soient tuées avant qu'on ne se rencontre dans une conférence pour chercher à trouver une solution. Il y a eu de petits conflits à petite échelle qui se sont transformés en des situations de destruction massive dans beaucoup de pays. On aurait pu prévenir et les contenir si l'investissement avait été fait à temps. Et donc, prévenir les conflits, c'est aussi investir en amont dans la gouvernance, dans l'inclusion, dans l'éducation, dans l'emploi, dans la justice et dans la confiance entre les citoyens et l'État, donc le gouvernement, les institutions. Quand on parle de l'État, c'est au début, au niveau macro et au niveau local aussi. C'est d'ailleurs tout le sens que donne l'agenda de prévention porté par le secrétaire général des Nations Unies, qui, dans sa nouvelle vision pour la paix, appelle à sortir d'une logique de réaction tardive pour investir politiquement et financièrement dans la prévention, la diplomatie préventive, la cohésion sociale et l'action locale et nationale contre les fragilités. Et son message est clair, le secrétaire général Antonio Guterres. La paix durable ne se construit pas seulement après les crises. Elle se prépare bien avant que ces crises n'éclatent. Et le quatrième défi est plutôt moral et politique. Et c'est devenu même, je dirais, technologique. Nous vivons dans un temps où la méfiance progresse, où les récits de haine circulent plus vite, où les replis identitaires peuvent parfois paraître plus mobilisateurs que les projets communs. Et dans un tel contexte, la paix exige non seulement des institutions solides, mais aussi
un travail de pédagogie, d'exemplarité et de responsabilité. Alors, à l'aide des réseaux sociaux, tout s'aggrave et tout change. La parole circule plus vite que la réflexion. La parole circule plus vite que la réflexion. Et les discours irresponsables peuvent attiser des fractures dont leurs auteurs ne mesurent même pas la portée. Aujourd'hui, il suffit d'avoir quelques mégas de connexion Internet pour allumer le feu dans une communauté et faire tuer des dizaines, voire des milliers de personnes. Le discours de la haine, en trouvant les réseaux sociaux comme un véhicule sécurisé, s'accroissent dangereusement. Et pire, les modèles d'intelligence artificielle sont tellement travestis aujourd'hui que certains en font des usages totalement peu orthodoxes et créent des fractures jamais réalisées auparavant dans le monde. J'ai été particulièrement, vous savez, le débat qui est en cours actuellement entre le réseau social X et puis la Commission européenne sur l'utilisation des deepfakes. C'est les vidéos où on est en mesure de prendre la photo de quelqu'un et de le présenter comme nu. Et quand vous le voyez, si vous n'avez pas une capacité de discernement particulière face aux nouvelles technologies, vous croyez tout de suite que ce sont des images vraies. Et ce sont des vies détruites. Ce sont des communautés qui sont fracturées. Alors, donc, dans ce contexte, est-ce qu'on peut encore avoir de l'espoir? C'est ça, et je vais terminer avec ça. Oui, on peut avoir de l'espoir. D'abord parce que la paix, ça se construit. Ce n'est pas un état, un acquis définitif ou bien un état immobile dont on pourrait jouir sans vigilance. On ne saurait dire la paix est là, donc allez dormir et demain on se réveille et on trouve que la communauté est toujours en paix. Non. La paix, c'est une conquête qui est fragile, une œuvre vivante, exigeante et continue, et qui se nourrit de la volonté, de la patience, d'organisation et de courage. Et c'est pour ça que quand on voit des clubs comme Rotary International où il y a de l'investissement collectif dans des actions qui concourent à la paix, on ne peut que vous en féliciter. Ensuite, je trouve que notre espoir réside dans 3 leviers majeurs. Le premier levier, c'est la jeunesse. Dans nos pays, en tout cas on prend la RDC ou la plupart des pays qui sont représentés ici, près de 70% de la population a moins de 30 ans. C'est souvent l'arbre. Quand vous prenez les données démographiques de chaque pays, souvent c'est entre 60 et 70%, moins de 30 ans. Donc investir dans la jeunesse, c'est investir dans les acteurs de la paix. Et cela signifie leur offrir de l'information vraie, leur offrir une éducation de qualité, leur offrir des perspectives économiques, un espace civique qui est important, et ça commence par la maison. Et leur offrir aussi la culture de débat. Parce que débattre, c'est quelque chose qui est enrichissant. Mais débattre peut être à l'origine de conflits et de fractures. Et surtout leur offrir une éthique de responsabilité et un sentiment d'appartenance à un destin commun dans un pays. Une jeunesse abandonnée peut devenir le réceptacle de frustration, de manipulation et de violence. Une jeunesse accompagnée, au contraire, devient une force de transformation, d'innovation et de stabilité. Deuxième levier, l'intégration économique. Plus nous converserons entre Kinshasa, Brazzaville, Libreville, Bangui, Douala, Bujumbura, Kigali, moins la guerre sera une option viable. Et ça, nos parents l'ont démontré par le passé. Les actions d'intégration économique réussies montrent que lorsque les gens échangent, il y a des intérêts communs qui se créent. Les marchés régionaux, les infrastructures, les corridors économiques, les chaînes de valeur, l'interconnexion énergétique et la circulation des biens et des personnes peuvent faire davantage pour la paix
beaucoup plus que les déclarations et les conférences. Lorsque les peuples ont intérêt à coopérer, ils ont aussi intérêt à préserver la stabilité. Au début du mois, de ce mois, bon, ça a commencé le 31 mars et ça a fini le 3 avril, j'ai eu l'honneur de prendre part à un sommet, au sommet économique entre l'Angola et la RDC. C'était tenu ici à Kinshasa. Et ce fut un moment extraordinaire pour moi. Les deux pays y ont parlé franchement des obstacles qui freinent encore l'intégration économique dans les deux pays. Les lenteurs, les barrières, les coûts, les blocages. Mais ce qui est important dans ce forum, c'est qu'ils ont exprimé une volonté claire de lever ces barrières de façon progressive. Et j'ai été personnellement surpris de voir avec quelle franchise les autorités angolaises et congolaises parlaient de la question des échanges, parlaient des opportunités économiques entre les deux pays. Et Dieu sait que ces deux pays sont des pays non seulement frères en termes de coprospérité, mais également en termes de co-construction de la paix. Et ce sont de bons exemples à suivre. Et le troisième levier, c'est, je ne peux pas terminer sans parler de ça, c'est l'action de proximité. C'est là où Rotary International est. Chaque forage d'eau, chaque campagne de vaccination, chaque appui à une école, chaque action de santé, de solidarité, que ce soit par les gouvernements, par les ONG ou par des organisations comme Rotary International, tout ça, ça réduit la frustration sociale qui, en fait, nourrissent les conflits. Vous en savez quelque chose, parce que vous êtes tout le temps dedans. Et lorsqu'une communauté se sent vue, servie, respectée et incluse, le terreau de la violence recule. Et c'est ici que votre action en tant que Rotarien, notre action en tant que Nations Unies, prend une profondeur particulière. Et c'est là où le pont se crée. Vous êtes donc des artisans de la paix. Mesdames et messieurs, pour conclure ce mot introductif à nos échanges, je voudrais dire que la paix dans le monde commence d'abord ou toujours quelque part. La paix a une adresse. Et cette adresse peut être dans une conscience, dans une institution crédible, dans une parole responsable que nous prononçons, dans une école qui a été ouverte dans une communauté, dans un dialogue et dans un échange constructif, dans un jeune qui retrouve sa voix, dans une femme qui accède à ses droits et qui n'est pas violentée, et dans une communauté qui se sent reconnue. I feel today, and each and every one of us here, so we are bearing peace. La paix, donc, dans le monde, n'est donc pas une abstraction lointaine, isolée de nous. Elle se construit ici, chez nous, entre nous et par nous-mêmes. La paix n'est jamais acquise. Elle se construit et se protège chaque jour. Merci pour votre attention.